Bonjour et bienvenue dans le podcast Parole d'Histoire. C'est la fin de l'année, c'est la période des cadeaux et des best-of, et comme chaque année depuis le début du podcast, je vous propose une sélection des coups de cœur de nos invités et experts en histoire de l'Antiquité, du Moyen-Âge, des temps modernes, en histoire contemporaine, mais aussi en sciences sociales et en BD historique. Pour cette édition 2023, au lieu d'une seule et longue émission, je vous propose un petit épisode par période ou par thème. On commence aujourd'hui avec la BD historique. Toutes les références des ouvrages conseillés sont à retrouver sur le site du podcast. N'oubliez pas que vous pouvez aussi écouter Le Fil de l'Épée, notre podcast d'histoire des guerres animé avec Alexandre Jublin dans le Collimateur, disponible sur iTunes, Spotify et partout où vous écoutez des podcasts. N'hésitez pas non plus à faire un tour dans la boutique en ligne de Parole d'Histoire sur paroledhistoire.fr, on a des mugs, des t-shirts et même des peluches. Tout de suite, Paul Choplin pour la BD historique, en attendant l'histoire moderne, l'histoire antique, etc. Merci et très bonne écoute. Comme l'an dernier, pour parler de BD, ce qui est évidemment une catégorie très attendue, notamment en période de fête, on aime beaucoup en offrir et en recevoir, et de BD historique, j'ai le plaisir d'être avec Paul Choplin, bonjour. Bonjour. Je rappelle que vous êtes maître de conférence à l'Université de Lyon, que vous êtes à la fois un spécialiste et un amateur de BD historique. Vous participez notamment au prix, au jury du prix qui est décerné chaque année à Blois. Vous faites également des critiques, des entretiens avec des auteurs de BD. Vous réfléchissez beaucoup à cette question et du coup, vous avez une connaissance d'une production qui est évidemment tout à fait imposante puisqu'il n'y a pas moins de 10 livres dont on va parler. Alors 3 principaux, puis quelques mentions honorables parce que la production de BD historique est toujours, c'est un genre vraiment qui ne faiblit pas. Il y a toujours des choses très intéressantes. On commence, je crois, avec un livre de Jordan Mechner qui s'appelle Ripley. Oui, alors j'ai sélectionné 3 ouvrages qui sont des chroniques familiales. C'est un genre qui s'est beaucoup développé dans la BD historique. Donc des auteurs ou des scénaristes de BD qui se penchent sur l'histoire de leur famille. On pourrait dire presque en miroir avec ce qui se passe dans le monde des historiens eux-mêmes. Exactement. Puisque, à travers les livres de Camille Lefebvre, Annette Vivorca, il y a énormément de gens qui mettent en scène leur propre histoire familiale. Donc c'est une tendance de fond, on va dire. Oui, c'est un phénomène littéraire. Alors, je commence par Ripley de Jordan Mechner. C'est le lauréat du prix Château de Cheverny de la bande dessinée historique, qui est décerné chaque année dans le cadre des rendez-vous de l'histoire de Blois. Jordan Mechner, il est davantage connu pour les quadragénaires et quinquagénaires qui nous écoutent, peut-être certains plus jeunes férus de jeux vidéo, puisqu'il est le créateur d'un jeu vidéo mythique à la fin des années 80, début 90, c'est le jeu Prince of Persia, et qui avait révolutionné un peu le jeu vidéo par la fluidité des mouvements du personnage. Et donc Jordan Mechner a décidé dans cet album, ce roman graphique, on pourrait le qualifier, parce qu'il est assez dense, de raconter l'histoire de sa famille, de son grand-père, de son père et de lui-même. On a plusieurs époques qui vont s'entrecroiser tout au long de cette histoire. L'histoire du grand-père, c'est une famille juive originaire de l'Est de l'Empire austro-hongrois, aujourd'hui en Ukraine. Et donc ce grand-père qui va faire la Première Guerre mondiale, qui va devoir quitter cette partie de l'Empire austro-hongrois après 1918, et une famille qui va devoir fuir le nazisme, mais qui va le fuir un peu en ordre dispersé. Et donc on a l'histoire aussi du père de l'auteur, de Jordan, qui est séparé de son père, qui vit dans la France occupée pendant la Seconde Guerre mondiale, et la famille, ça finit bien, la famille finit par se retrouver. Et donc, le roman entrecroise les époques, puisqu'il commence quand Jordan Mechner, jeune homme ou vieil adolescent, est en train de travailler sur son jeu vidéo dans les années 80. D'ailleurs, c'est très intéressant, c'est aussi un excellent document sur l'histoire du jeu vidéo. Comment on fabrique un jeu vidéo de façon un petit peu artisanale dans les années 80. Ça, c'est très très intéressant. Et donc, pendant que le jeune Jordan Mechner fabrique Prince of Persia, le grand-père, lui, est en train de rédiger ses mémoires. Et donc, on a cette évolution parallèle de ces 2 travaux. Et petit à petit, les 2 histoires vont se mêler. Il y a un jeu de couleurs, qui est un code couleur dans la BD qui aide le lecteur à se retrouver. Et donc, ça nous raconte l'histoire d'une famille, mais aussi, ça nous parle de mémoire. À partir de quel moment on s'intéresse à l'histoire racontée par le grand-père, parce qu'on voit qu'au début, Jordan, il mène sa vie de jeune homme, il est dans son jeu vidéo, et voilà, il y a le grand-père qui raconte ses souvenirs. Et donc c'est après que Jordan, devenu adulte, après le succès, se repenche sur cette histoire et va
en pèlerinage sur les lieux où a vécu sa famille et finit par s'établir en France, là où son père a vécu pendant l'occupation. Donc c'est nourri de beaucoup de documentation. Jordan Mechner est allé sur les lieux, il a contacté des sociétés savantes, il a pour réunir de la documentation iconographique notamment pour reconstituer la vie en France sous l'occupation dans les lieux mêmes. Pour la partie Autriche-Hongrie, Première Guerre mondiale, il s'est accoquiné avec un amateur éclairé d'histoire de l'armée austro-hongroise pendant la Première Guerre mondiale, qui est un immense collectionneur de photographies et qui a pu donner des photographies de la vie sur le front, ce front de l'Est de la Première Guerre mondiale, qui est assez peu connu, notamment du côté autrichien, et qui est mis en scène dans cette bande dessinée. Alors quand on l'avait reçu pour le prix, on avait vu arriver cette chronique, on se dit tiens, on va avoir quelque chose. On a pensé tout de suite à Maus de Art Spiegelman, chronique aussi d'une famille juive au moment de la Shoah, mais c'est très différent. Peut-être Maus, c'est un chef-d'œuvre, c'est un monument du 9e art, mais c'est aussi un récit, c'est un peu c'est dur, c'est très très dur. Là, c'est pas le cas, puisqu'on a cette famille qui survit pour l'essentiel. Alors certains membres vont mourir malheureusement dans la Shoah, mais le noyau familial va survivre et on a cette dimension d'espoir, de vie malgré tout qui reprend, et ces liens familiaux qui sont très très forts dans cette famille qu'on aime à suivre. Donc vraiment, c'est une page d'histoire au niveau de la famille, au ras de la famille, et on est vraiment embarqué dans cette histoire qui fonctionne très très bien. Alors on comprend que donc c'était le prix, c'est un coup de cœur, mais qui s'inscrit donc dans un genre représenté aussi par le livre d'Emmanuel Lepage, Cache-cache bâton. Alors j'en avais pas du tout entendu parler. En voyant la couverture, on a l'impression que ça se passe pendant la Deuxième Guerre mondiale avec un colis parachuté comme ça, mais en fait c'est plus compliqué, je crois. C'est aussi une tranche de vie très spécifique. Oui, alors Emmanuel Lepage, il avait reçu le tout premier prix Cheverny de la bande dessinée historique il y a presque 20 ans, en 2004, pour un album qui s'appelle Muchacho, qui nous parle d'Amérique latine, de guérilla dans les années 60. Et on revient un petit peu à cette période, dans cet album aussi très personnel, Cache-cache bâton. Alors Emmanuel Lepage, pour le présenter rapidement aux auditeurs qui ne le connaissent pas, il s'est surtout rendu célèbre ces dernières années par ses albums qui parlent de voyages maritimes. Il est depuis 2 ans peintre de la marine, ce qui l'autorise à faire des voyages sur des navires de la marine française. Et c'est un dessinateur de grand talent, un aquarelliste. Et donc dans cet album, il revient sur l'histoire de sa famille, sur sa jeunesse, sur ses parents. Il a grandi en Bretagne dans les années 60-70 dans une communauté de catholiques de gauche. Et donc il avait reconstitué une espèce de vie communautaire dans un hameau. Et il a voulu revenir sur cette histoire marquante. C'est un sujet qui est assez peu abordé en bande dessinée. L'histoire sociale du catholicisme, c'est un livre qui fait écho au livre d'histoire de Denis Pelletier sur la crise catholique, qui raconte comment ces catholiques des années 60-70, à l'époque de Vatican II, font face à des changements sociaux, économiques, politiques, et comment tout ça va faire un peu exploser le cadre de vie catholique. Et c'est une bande dessinée qui, c'est assez rare de voir ça. Pour moi, c'est vraiment le coup de cœur de l'année en BD historique, puisqu'il est allé interroger tous les témoins de cette aventure collective. Et donc, on a une espèce de document. C'est une source. Je pense que c'est une bande dessinée qui pourra être utilisée par les historiens pas seulement du catholicisme, mais de la société française des années 60-70. Donc il est allé voir tous ces acteurs encore en vie, qui ont maintenant 80-90 ans, et pour qu'ils lui racontent un petit peu leur histoire. Et on a comme ça des tranches de vie, des itinéraires. C'est des hommes et des femmes qui sont nés dans la fin des années 30, qui ont traversé la Seconde Guerre mondiale, les privations, enfin une atmosphère un peu particulière, et qui ensuite, leur point commun, c'est qu'ils vont avoir une vie communautaire très, très forte,
d'abord pendant la Seconde Guerre mondiale, hein, les chantiers de jeunesse et autres, hein, on incite à la vie communautaire, mais après 1945, il y a toujours cela, notamment dans le scoutisme. Et donc, ces jeunes hommes et ces jeunes femmes, dans les fins des années 50, début 60, comment ils vont vouloir poursuivre cet idéal, mais parfois dans des directions très, très opposées. Et là, on a un groupe de catholiques bretons qui vont vouloir, de gauche, qui vont vouloir vivre cette expérience communautaire en fondant hein, une communauté. Et c'est très intéressant de voir comment ces catholiques sociaux vont suivre finalement des trajectoires un petit peu différentes, comment la communauté va peu à peu se diviser. Et ça, c'est très intéressant parce que ça donne beaucoup de nuances et ça donne une profondeur sociologique parce que les milieux d'origine, le cadre professionnel conduit à des adaptations et comment la communauté finit par exploser. Donc c'est vraiment d'une très très grande richesse, c'est un document et j'ai pas souvenir d'avoir vu ça en bande dessinée, avoir une analyse de discours et une retranscription graphique des discours aussi poussée. Et c'est très beau, hein, Emmanuel Lepage, et aussi il y a des pages magnifiques avec des vues de forêts, de sous-bois, donc c'est un document qu'on lit aussi avec plaisir. Alors ça rappelle évidemment que on sait à quel point l'histoire et l'histoire publique connaît des hybridations en ce moment avec des formes inventives, avec des enquêtes qui peuvent être faites sous la forme traditionnelle de l'article et du livre académique, mais aussi qui peuvent trouver différentes formes, la forme podcast, la forme BD, la forme jeu vidéo, enfin voilà, qui a tout un territoire à explorer et qu'effectivement ces hybridations elles peuvent être très 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 fécondes et qu'il faut surtout pas se les interdire, mais au contraire voilà voir ça comme un enrichissement, y compris pour le métier, y compris pour les gens qui font l'histoire universitaire. Le dernier de ces coups de cœur porte un titre qui est un mot portugais, ça va nous mettre sur la piste de ce dont il s'agit, c'est Mathias Lehmann avec Chumbo. Oui, Chumbo. Alors Mathias Lehmann, c'est un auteur de bande dessinée, un artiste aussi, qui pratique notamment la linogravure, hein, la gravure en relief. C'est quelqu'un qui a développé au fur et à mesure de ses albums une esthétique bien particulière. Il s'était fait remarquer en 2015 pour un album qui s'appelait La Favorite, une espèce de conte fantastique, mais une histoire très très bien menée. Et là, il revient avec une chronique familiale, inspirée là encore d'une expérience personnelle, et donc ça nous mène dans le Brésil. C'est une fresque familiale. Alors les personnages sont imaginaires et on traverse le Brésil des années 30 jusqu'à la victoire de Lula en 2002. Et en passant par la dictature, et voilà, du coup le exactement. plomb du titre, le chumbo en portugais, c'est le plomb, les années de plomb dictatoriales des militaires au pouvoir. Exactement, puisqu'on va suivre cette famille, début des années 30, c'est quand Getúlio Vargas prend le pouvoir, donc c'est une famille de patrons miniers, et il y a deux frères qui vont être les héritiers de cette entreprise qui fait faillite. C'est aussi très intéressant pour voir ce milieu. Et donc les deux frères deviennent un petit peu des archétypes. Il y a celui qui va aller plutôt vers la gauche, sympathisant communiste, et puis l'autre qui est plus conformiste et qui va soutenir l'Estado Novo de Vargas, et puis après la dictature dans les années 60-80. Mais ce qui fait la richesse, évidemment, du récit, c'est que les personnages sont pas du tout caricaturaux, et donc les deux personnages aussi sont un peu entre deux. Ils se laissent conduire un petit peu par les événements, ils sont témoins, et ils sont un peu veuls, c'est pas une histoire en noir et blanc, et ça permet de justement comprendre les tensions de cette société. Et au fil des pages, donc Mathias Lehmann nous donne des éléments d'histoire, de contexte de l'histoire brésilienne, qui est assez relativement mal connue. Là encore, en bande dessinée, c'est pas dans la bande dessinée franco-belge, c'est pas un pays, une période qui est particulièrement mise en avant. Et là, on a plein de détails sur le quotidien, sur les tensions économiques, les tensions raciales, et bien sûr la violence de la période de la dictature dans les années 60-70, avec un luxe de détails, et puis surtout le graphisme qui est très particulier, qui je trouve est très très beau, très très séduisant. Pour donner une idée, là je parlais tout à l'heure du Maus de Art Spiegelman, c'est un petit peu le même type de dessin, avec beaucoup de hachures.
hein, et très ancré. Et des personnages parfois à la limite de la caricature, mais les décors sont très bien reconstitués et on a un récit qui est très vivant. On s'ennuie pas tout au long de ce grand récit, de cette grande fresque de l'histoire du Brésil. Donc on passe un bon moment et on apprend plein de choses. Alors on le voit, ces trois récits mettent en scène un passé relativement récent, un passé proche du XXe siècle. La sélection élargie que vous faites nous emmène un peu sur d'autres horizons, même s'il y a aussi beaucoup de XXe siècle qui se prête bien finalement à ces transpositions en BD. Alors là, le défi, ça va être finalement, on a 7 albums à passer en vue, donc on va essayer de dire peut-être en 2 phrases de quoi ça parle, et un, de quoi ça parle, et deux, pourquoi c'est bien. Voilà, pour chacun d'entre eux. Alors, le premier, ce sera simple de dire de quoi ça parle, puisque c'est le tome 2 de l'imposante et exceptionnelle fresque Révolution de Groiselle et Locard. On en avait parlé ensemble à ce micro. Donc c'est la Révolution française, mais c'est plus 1789. On est en 1791. Alors pourquoi il est bien ce tome 2? Bah, on est dans la lignée du précédent, c'est un énorme travail de documentation. Donc c'est une reconstitution du Paris de 1791 au ras du sol, et sur le plan graphique, c'est un renouvellement complet de notre vision du Paris révolutionnaire, mais à tout point de vue. C'est-à-dire qu'il y aura un avant et un après. C'est-à-dire que toutes les visions, notamment du cinéma et du docu-fiction de la Révolution, sont complètement balayées, parce qu'on voit bien que c'est une révolution théâtrale qu'on met en scène. Et là, c'est époustouflant, donc il faut continuer de lire Révolution, c'est très bien, et c'est très intelligent sur le plan du propos historique, parce qu'il donne à voir l'événement vraiment vu d'en bas. Il y a toujours cette idée des distorsions de point de vue. Oui, le moment où on apprend en province la fuite à Varennes, un Ouais. moment que j'ai trouvé absolument exceptionnel. Un autre tome qui porte sur une période proche, c'est la suite de l'histoire dessinée de la France avec le volume sur les années Lumière, sur le siècle des Lumières, avec le personnage de Voldorak, Oui, exactement. alias Voltaire en super-héros. Alors c'est la collection L'histoire dessinée de la France. Alors avec des volumes qui sont parfois inégaux, parce que l'idée c'est donner un état du renouvellement historiographique. Alors parfois le propos est un peu dense, ces volumes qui peuvent tomber des mains. Alors celui-ci est dense, il y a beaucoup de choses, mais le propos est habilement mené, surtout j'ai trouvé très intelligent, parce que il donne au grand public un état de comment aujourd'hui on fait une histoire critique des Lumières dans toute leur ambivalence, hein, parce que c'est le point de vue aussi défendu par Antoine Lilti. Il dit qu'il ne faut pas sacraliser les Lumières, mais il ne faut pas non plus en faire développer la légende noire des Lumières, origine de tous les maux, procès de l'universalisme. C'est plus complexe que ça, et la bande dessinée le dit très bien. Donc le propos est très intelligent, c'est remarquable, et on apprend plein de choses, c'est à jour, c'est très très bien. Et puis c'est assez drôle aussi, hein. Oui. Il y a un ton qui est bien trouvé. C'est vrai que parfois ces volumes, certains sont un peu didactiques. Voilà. Là, il y a assez d'humour pour que ça tienne bien en BD. Exactement. En tout cas, voilà, c'est l'un des 2 seuls de la liste que j'ai lu, donc je me permets. Il y a plein de clins d'œil. On passe un bon moment. Ouais. Voilà. Alors, on revient à l'histoire très contemporaine avec la deuxième partie de la BD de Jacques Ferrandez, Les Suites algériennes. Oui, alors Jacques Ferrandez, ça fait 40 ans qu'il est en train de travailler. Là, il achève sa grande fresque sur l'histoire de l'Algérie française, de la conquête dans les années 1830. Et là, c'est la fin, la décolonisation. Et donc c'est le deuxième tome de Suite algérienne, le dernier cycle de sa série. Et donc là, il nous parle de l'après-indépendance, peu évoqué en BD, ce qu'on appelle les pieds rouges, ceux qui viennent aider le FLN à construire la nouvelle Algérie, avec pas mal de désillusions à la clé. Et puis c'est aussi un roman graphique qui nous parle des années noires, des années 1990, avec le fils, les attentats du GIA, c'est dur, mais c'est un point de vue, et ça c'est la grande qualité de Jacques Ferrandez, c'est extrêmement équilibré. Il a un grand souci de respecter tous les acteurs. Et ça, c'est il y a un humanisme chez Jacques Ferrandez sur un sujet qui est très délicat, et il n'y a jamais de fausses notes. Donc je recommande ce roman graphique. On reste d'une certaine manière dans le cadre des questions coloniales et de décolonisation avec le livre de Marcelino Truong, 40 hommes et 12 fusils. On est en Indochine. Oui, Marcelino Truong, il a déjà abordé à plusieurs reprises le conflit vietnamien, et là, il nous parle de la guerre d'Indochine, sujet
peu traité dans la bande dessinée, enfin moins que la guerre d'Algérie. Et là, l'intérêt, c'est la guerre d'Indochine vue du côté du Viet Minh. Et c'est très documenté. On apprend beaucoup de choses sur cet autre côté de la guerre et la difficulté à vivre dans ce régime qui est le régime d'Ho Chi Minh, qui est vu là sans complaisance, mais sans complaisance aussi du point de vue de la colonisation française. Donc là aussi c'est très juste, et on a ces personnages qui sont pris un petit peu dans l'engrenage de cette guerre terrible. On passe au 19e siècle à quelque chose peut-être d'un peu plus léger que ces conflits très meurtriers liés à l'histoire coloniale. C'est le livre de Dittart et Bollée sur les Illuminés, où il est question de Rimbaud. Oui, alors Bollée, il s'est fait remarquer, c'est un des scénaristes d'un des grandes BD historiques des dernières années, La Bombe, sur la bombe atomique. Et Dittart, c'est un des grands auteurs de BD historiques. Donc là, on nous parle de ce milieu des poètes de la seconde moitié du 19e siècle. On va croiser Rimbaud, Verlaine. Là, l'intérêt, il est surtout graphique. C'est-à-dire que Dittart continue son exploration des supports graphiques de l'époque qu'il étudie, là en l'occurrence les premières photographies, et il essaye de leur donner vie. Donc c'est une performance graphique extrêmement étonnante, que je recommande, qui est de mon point de vue très, très réussie. Donc un autre cadre visuel du 19e siècle qui est très original. Donc 19e-istes, allez voir les Illuminés. Toujours pour les 19e-istes, d'une certaine manière, c'est Charlotte Impératrice, puisque c'est un 19e siècle au féminin qui revisite un certain nombre des grands moments de l'histoire de Napoléon III, des Habsbourg, du Mexique, mais vu du côté de ce personnage féminin. Oui, c'est la suite de la série Charlotte Impératrice. Ça s'impose comme une grande série du moment. C'est une série grand public, avec il y a des beaux décors, des beaux costumes, il y a une intrigue, c'est très bien mené, et c'est un coup de cœur parce que c'est une lecture plaisir. Et on aborde cette histoire de la campagne du Mexique et de cette tragédie de cet empereur Maximilien et de son épouse Charlotte. C'est une BD d'aventure aussi, mais on prend, c'est parce que je l'ai mis dans la sélection, parce que c'est un grand plaisir et c'est somptueux. Et puis pour terminer, vous en avez ajouté un tout dernier à la liste, in extremis, mais il faut le citer, c'est Le Chant des Asturies. Oui, Alfonso Zapico, très vite, c'est le début d'une série en 4 volumes qui est parue en Espagne, et Futuropolis a eu l'intelligence d'en proposer une version française. Donc ce sont les prémices de la guerre d'Espagne, et on a une plongée dans cette histoire des mineurs, des Asturies. C'est un récit, c'est une grande fresque, ça nous emporte, et on apprend plein de choses sur la vie en Espagne au début des années 1930, les tensions sociales, politiques, ça va être c'est une série vraiment à suivre et qu'il faut avoir dans sa bibliothèque si on s'intéresse à cette période. Alors comme la BD a une grande capacité à s'emparer effectivement des drames et des moments saillants, notamment du XXe siècle, je signale une BD qui a été co-signée par un collègue historien qu'on a reçu à ce micro, qui est évidemment un grand historien de la Deuxième Guerre mondiale, Tal Brutmann, qui a coécrit le scénario avec Antoine Grande et avec le dessinateur FX. Et cette BD s'appelle Du sang dans la clairière, Mont-Valérien 1941-1944. Et en fait, ça retrace la trajectoire du grand résistant Marcel Rajman, qui faisait partie des FTP-MOI, qui a été fusillé avec Manouchian et 20 autres résistants au Mont Valérien, et qui est une BD là aussi accessible en termes de graphisme, mais qui retrace évidemment un destin tout à fait exceptionnel, un moment exceptionnel, et comme c'est un petit peu dans l'air du temps, puisqu'on a appris que le couple Manouchian entrerait au Panthéon en février 2024, 80 ans après l'exécution de Missak, j'en profite aussi pour signaler ce beau livre paru aux éditions textuelles, Manouchian, Missak et Méline Manouchian, 2 orphelins du génocide des Arméniens engagés dans la résistance française, qui est un livre avec des reproductions absolument splendides de documents, notamment les dernières lettres de ces résistants fusillés en 1944, et aussi beaucoup de documents qui inscrivent le couple Manouchian dans l'histoire du génocide arménien et de ces réfugiés et orphelins. Donc ça fait partie aussi des choses que l'on peut regarder ou s'offrir au moment des fêtes, parce que c'est un pan absolument passionnant et tragique de cette histoire. Merci beaucoup, Paul Choplin. Merci. Merci de nous avoir écoutés. Toutes les références des ouvrages conseillés sont sur le site parolehistoire.fr. À très vite pour la suite des coups de cœur 2023.